Bonjour et bienvenue à l'épisode 207 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Vous est-il déjà arrivé de vous demander quel est le rôle des musées dans la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité? C'est la question que je vous propose d'explorer en compagnie de Julie Jaudoin, directrice de l'Espace pour la vie. Dans cet épisode, nous discutons de comment l'Espace pour la vie utilise ses 5 institutions muséales pour sensibiliser le public à la biodiversité et à l'environnement, le rôle essentiel de la recherche et de l'innovation dans la conservation ainsi que l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, l'importance de l'expérience client comme moyen d'assurer l'engagement de la communauté face aux enjeux environnementaux, comment l'Espace pour la vie combine l'éducation, la recherche et l'engagement communautaire pour favoriser une transition socio-écologique, et enfin, des exemples concrets d'initiatives et de projets mis en place par l'Espace pour la vie pour atteindre ses objectifs en matière de conservation et de sensibilisation. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans le monde fascinant où la science, la nature et l'engagement communautaire se rencontrent pour un avenir meilleur. Bonne écoute. Espace pour la vie regroupe le biodôme, la biosphère, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium. Accueillant chaque année plus de 2,5 millions de visiteurs, ces 5 institutions prestigieuses de la ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Julie Jaudoin a été nommée directrice d'Espace pour la vie en 2022 après avoir assuré la direction intérimaire pendant 2 ans, une période au cours de laquelle elle aura intégré avec succès la biosphère comme 5e institution d'Espace pour la vie et inauguré le nouvel insectarium après sa grande métamorphose. Diplômée de HEC Montréal, elle a développé une expertise en management et en développement organisationnel, particulièrement dans les organismes culturels. Elle a rejoint Espace pour la vie en 2013 après avoir été responsable des stratégies de financement public à la TOHU, la Cité des arts du cirque. Allons-y. Bonjour Julie. Bonjour Éric. Julie, je suis très heureux de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Tu es la directrice de l'Espace pour la vie. Pourrais-tu nous présenter un peu plus qu'est-ce que c'est Espace pour la vie, son historique, un peu la genèse et qu'est-ce que ça fait dans le rôle de la vie des Montréalais notamment? Avec plaisir. Donc, Espace pour la vie, c'est d'abord un service municipal. Donc, c'est un service de notre administration municipale. Au même titre, pense au service de la culture, au service de l'environnement, au service de l'infrastructure routière. C'est un grand service municipal. Mais c'est surtout un complexe muséal. Donc, les gens le connaissent surtout pour ça. Donc, c'est un regroupement de 5 institutions muséales en sciences de la nature. Je les nomme parce que quand même, les 5, il y en a beaucoup. Jardin botanique, le biodôme, la biosphère, le planétarium, l'insectarium. Donc, c'est un regroupement de 5 institutions scientifiques muséales qui appartiennent à la Ville de Montréal puis qui sont dépositaires de collections absolument exceptionnelles. On n'a qu'à penser au Jardin botanique, c'est un des plus grands jardins botaniques au monde. L'insectarium de Montréal, un insectarium, je ne sais pas si tu sais, mais c'est rare des villes, des organisations qui ont des musées dédiés aux insectes. Évidemment, le planétarium qui est dédié au monde de l'astronomie, des planètes, de l'astrophysique même. Et le biodôme, les gens, pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est un biodôme, c'est pas une institution zoologique, c'est pas une institution aquariologique comme telle, c'est un peu des deux. On appelle ça une grande maison de la vie. C'est un grand lieu qui célèbre, dans le fond, la biodiversité des écosystèmes d'Amérique. Et puis enfin, la biosphère, qu'on mentionnait tout à l'heure, la biosphère, c'est l'ancien pavillon américain créé par Buckminster Fuller pour l'exposition universelle de 67. Oui. Et puis, c'est devenu, avec le temps, un musée dédié à l'environnement et à la transition socio-écologique. Puis c'est tout récemment, en fait, seulement en 2021, qu'on a intégré au musée d'Espace pour la vie. Okay. C'est pas si fréquent dans la carrière de gestionnaire de musée d'intégrer un nouveau musée. Fait que c'est quelque chose qu'on célèbre bien haut, bien fort, l'arrivée de la biosphère. Et je veux noter aussi, parce que tu parles de la biosphère qui était évidemment à Expo 67, moi je pense au biodôme qui était le vélodrome des Jeux olympiques
1976. Exactement. Donc, c'est un espace j'ai vu cette transformation-là du vide. Bon, moi, je ne l'ai pas vu de mon vivant, mais on peut honorer la vision, si tu veux, du maire de l'époque, parce que c'est dans les années 90 que le maire Pierre Bourque avait décidé de redonner une nouvelle vocation à cette infrastructure-là olympique. Puis, tu sais que ça inspire beaucoup de grandes villes à travers le monde. Paris était venu visiter nos installations avant les Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'on fait dans les grandes métropoles du monde entier avec des infrastructures qui sont développées à grands coûts, puis qui après sont plus ou moins laissées à l'abandon selon les cas de figure là, dans les différentes métropoles. Mais ici à Montréal, donc, le maire avait décidé de réutiliser les installations pour honorer cette grande vision-là qu'il avait d'en faire une maison de la vie, du vivant. Donc, si tu peux comprendre aussi le sous-texte à travers ça, que ça a été des complexités organisationnelles, des défis de structure, des défis de bâtiments, d'immobilier, de mettre des collections vivantes, des animaux, mais aussi des plantes, des insectes, dans un bâtiment qui n'était pas du tout conçu pour ça à l'époque. Et c'est un endroit qui est magique là, pour y avoir été très fréquemment. Ces chapeaux-là, c'est vraiment quelque chose à visiter. Là, je le dis notamment pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont à l'extérieur de Montréal. L'extérieur de Montréal, je parle, en Europe ou ailleurs dans le monde. Si vous venez à Montréal, allez visiter. Il faut aller au Biodôme. En fait, les musées d'Espace pour la vie sont les attractions touristiques parmi les plus populaires à Montréal, ça c'est sûr, mais pour donner un aperçu un peu de l'envergure de nos sites, là, c'est 2,5 millions de visiteurs, visiteuses par année qui viennent dans nos musées. Puis ça, quand on se rapporte à l'échelle démographique de Montréal, puis voilà, c'est ça, aux touristes que l'on peut accueillir dans une année. On se compare aux plus grands musées à travers la planète, là, que ce soit à Paris, les muséums d'histoire naturelle, ou à New York, ou à Washington. Donc, vraiment, c'est un grand pôle, une grande concentration d'institutions muséales qui se comparent aux plus grands sur la scène internationale. Et je termine là-dessus. En plus, sont tous 4 sur 5. 4 sur 5. Situés. Comme une grappe. Et voilà, dans la même périphérie. Donc, vous y allez pour un, vous en visitez 4. C'est vraiment génial. Maintenant, ça donne un bon topo, ça nous donne un peu... Ça, c'est le pitch de vente. Venez visiter nos musées. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est un concept unique. Peux-tu nous expliquer la vision du regroupement, justement, de ces 5 musées-là et son rôle dans la sensibilisation à l'environnement pour les visiteurs, pour les Montréalais, mais aussi pour tout le monde, pour l'écosystème en tant que tel? En fait, ce que ces 5 institutions muséales-là cherchent à accomplir, c'est de changer notre rapport à la nature, au vivant. Tu sais, on parle de biodiversité. La biodiversité, c'est toi puis moi aussi, c'est l'humain qui en fait partie. Donc, je vous le cacherai pas, il y a une urgence d'agir. Je pense que c'est pas une grande surprise pour personne. On fait face à une triple crise, qu'elle soit climatique, qu'elle soit la crise de la biodiversité. Il y a vraiment la crise de la pollution également qu'on peut mentionner là-dedans. Il y a vraiment des crises majeures auxquelles on fait face, des défis. En fait, les scientifiques à l'échelle planétaire qualifient ça d'une prochaine grande extinction de masse. Puis je le dis sans exagérer, les scientifiques du monde entier s'entendent pour le dire. Donc, face à cette grande crise de la biodiversité-là, puis cette grande crise climatique-là, nous, comme institution muséale, on est convaincus qu'on a une voix, qu'on a un rôle d'acteur de changement, qu'on a la nécessité d'agir. La façon de le faire, et la façon dont Espace pour la vie a choisi de le faire, c'est de changer notre rapport à la nature. Puis quand je dis ça, je te l'explique. D'abord, c'est de développer une relation positive et sensorielle par rapport au vivant. C'est de déclencher une émotion par rapport à la nature. Donc, si je touche mon cœur, si je développe une relation positive, favorable, si je suis émerveillée, tu as dit magie tout à l'heure quand tu as parlé de visiter le Biodôme, bien, si je touche d'abord les gens par le cœur en développant une relation positive à la nature, bien après, je vais ouvrir vers la possibilité d'apprendre à propos de la nature, puis après, je peux donc provoquer, les amener doucement vers un changement de comportement, donc de devenir un acteur de changement. Et ça, ce chemin-là, il a l'air tout naturel, tout simple, mais ça correspond aux objectifs que poursuit l'ONU en matière de protection de l'environnement puis de biodiversité. De développer une relation harmonieuse avec la nature, c'est la base si on veut provoquer un grand mouvement en faveur de la protection de la biodiversité, en faveur d'une transition socio-écologique qu'on dit plus juste, plus équitable, plus durable aussi.
Donc, quand on parle de transition socio-écologique, c'est vraiment ce que tu décris, le côté la nature ou le côté environnemental dans lequel on vit, mais de reconnecter à cet environnement-là, parce que je pensais... On en est déconnecté, mais c'est ça le constat. Voilà. Exact. Et les enfants sont aux premières loges. Nous, on est aux premières loges pour constater à quel point les enfants sont déconnectés de la nature. Donc, on peut offrir déjà ce premier contact-là, encore une fois, positif, immersif dans la nature. Si on n'est pas capable de nommer les choses autour de nous, comment on peut vouloir ensuite développer une relation positive ou même passer à l'action? Je te donne un exemple. À l'insectarium, les insectes, c'est les grands méconnus de notre biodiversité. Les gens ont souvent une relation un peu négative ou ils ont de l'appréhension par rapport à leur rapport aux insectes. Pourtant, sans insectes, ni toi ni moi, nous ne pouvons manger. Il n'y a pas de pollinisation, il n'y a plus d'agriculture durable sans insectes. Donc, tu sais, le rôle des insectes dans la préservation de la biodiversité est essentiel. Pourtant, les gens ont une relation généralement plutôt négative ou appréhensive par rapport aux insectes. Donc, en déclenchant une visite positive, un message positif par rapport aux insectes, en leur montrant à nos publics la préciosité d'un insecte, sa beauté, toute la grande diversité d'insectes qu'il y a dans la nature, bien là, je développe une relation plus positive. Puis après, comme je te dis, bien, je suis capable de t'amener petit à petit vers provoquer un changement plus durable. Ça a l'air tout simple. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le milieu de l'environnement ou de la transition socio-écologique qui choisissent des discours un peu plus alarmistes, inquiétants, un discours qui veut provoquer dans l'espace public. Nous, on choisit vraiment un discours positif par rapport à la nature. Puis ça, c'est vraiment une posture, un choix de notre direction d'aborder les choses différemment parce qu'on se dit, dans le fond, on protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on connaît. Donc, il faut que je t'apprenne, que je t'amène dans un environnement positif. Donc, je vois très bien l'élément d'éducation, d'influence au niveau de l'écosystème et la place que ça prend. Donc, je trouve que le non-espace pour la vie est très bien choisi pour ce rôle positif que tu mentionnes. Maintenant, si on regarde justement le côté recherche, parce qu'à quelque part, il y a le côté qui est très clientèle aux citoyens, le côté visibilité, on va y revenir, mais le côté recherche, l'espace pour la vie, tu as mentionné, il y a des enjeux environnementaux, sociaux, parce que veux pas, les deux sont interconnectés. Quand on parle de diversité, perte de biodiversité, comment le côté recherche qui se tient à l'espace pour la vie prend forme et quel rôle ça vient justement jouer dans cette équation qu'on mentionne depuis tantôt? Merci de poser cette question-là parce qu'effectivement, les gens, ils connaissent souvent nos institutions muséales comme étant des lieux touristiques, des lieux de plaisir, des lieux de détente, des sorties en famille. Mais c'est dans la mission fondamentale d'une institution muséale de faire de la recherche puis aussi de la conservation. Il faut que je vais te parler un peu des deux en même temps. C'est des axes complémentaires. Donc, dans nos musées, il y a des chercheurs à temps plein. Il y a plus de 30 chercheurs et chercheuses. C'est important aussi de reconnaître la place des femmes dans notre équipe de recherche. Donc, beaucoup de chercheurs, chercheuses qui travaillent directement à identifier des solutions aux enjeux environnementaux auxquels la planète est confrontée. Je vais te donner des exemples. Ça va de l'entomologiste dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe des insectes. On a des astrophysiciens, on a des biologistes, on a des botanistes. Il y a des gens qui travaillent en phytotechnologie, donc comment les végétaux et les plantes peuvent aider à résoudre des enjeux environnementaux. Pense aux îlots de chaleur, pense aux plantes envahissantes. Les végétaux peuvent même décontaminer des sols. Les gens peut-être connaissent pas cette dimension-là, mais imagine-toi que les saules, la plante, l'arbre, peut aider à décontaminer les sols. Évidemment, c'est pas une solution rapide. C'est toujours moins cher que de pelleter et de retirer le sol contaminé dans un site contaminé. Mais si tu choisis le chemin peut-être un peu plus long, mais plus naturel, de planter des saules, tu vas pouvoir contribuer à décontaminer. Donc, les sols de façon plus durable. Fait que tu vois, il y a des chercheurs, chercheuses chez nous qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis, donc, c'est dans la mission fondamentale des musées. Puis là, ça joue à deux plans.
Si tu veux déjà produire des connaissances, là, publier, faire de la recherche vraiment fondamentale, appliquer et faire de la publication, encadrer des étudiants, niveau maîtrise, doc, post-doc, cycle supérieur, tout ça. Mais également, c'est le pont vers le transfert de ces connaissances-là qui est intéressant. Donc, de transmettre les savoirs que l'on recherche vers les citoyens, les citoyennes pour les engager, encore une fois, à passer à l'action. Puis ça, là-dedans, on a plein de mécanismes plutôt trippants. Par exemple, les sciences citoyennes. Les sciences citoyennes, c'est une façon pour laquelle toi, moi, n'importe quel, les gens de ta famille peuvent contribuer à collecter des données, s'intéresser eux-mêmes à la biodiversité qui les entoure, puis ensuite contribuer grâce à des plateformes numériques, notamment à donner des données vraiment à l'échelle, là, vraiment concourir. Tu peux y aller vraiment à l'échelle globale, internationale, puis d'aller recueillir un grand nombre de données, accélérer la recherche que l'on peut faire, puis après, d'engager en même temps les citoyens dans cette production de connaissances-là. Ça, c'est comme le next level. Oui. Est-ce que donc, on peut parler à quelque part de sciences participatives? Oui, c'est le bon mot pour expliquer ce que tu viens de décrire. Oui. Et justement, environnement, innovation, parce qu'à quelque part, tu t'as parlé du sol tantôt, que pour moi, c'est complètement inconnu, mais ça ouvre la porte à des nouvelles pratiques, des nouvelles approches. Moi, j'aime bien penser en termes d'environnement et d'innovation dans ce contexte-là. Donc, comment conjuguer ces deux thèmes-là de façon dynamique? Bien, je trouve que c'est ça la beauté d'une institution muséale. Tu sais, c'est un lieu hautement créatif déjà dans notre ADN, dans notre façon d'être. On combine, tu sais, des approches artistiques. On s'inspire des milieux vraiment, tu sais, multidisciplinaires. Là. On va recourir à des artistes, on va recourir à des scientifiques, on va recourir à des experts en intelligence artificielle. Ça, je pourrais t'en reparler définitivement. Et puis de combiner donc ces approches-là, d'être toujours à la recherche d'innovation, puis on peut aussi transmettre ensuite dans nos musées comme vitrine internationale pour diffuser ces savoirs-là. Fait que je peux te donner l'exemple de l'intelligence artificielle. Oui. Si tu veux, comme ça va te donner un exemple un peu plus concret de comment on aborde les choses. Tu sais, un petit peu partout sur la planète, l'intelligence artificielle en ce moment, c'est le sujet de l'heure, on peut se le dire. Par contre, l'intelligence artificielle dans une organisation qui poursuit des ambitions écologistes, environnementales, ça aussi, ça amène tout un paquet de préoccupations. Hein. Tu sais qu'il faut l'utiliser de façon plutôt responsable. Nous, on fait le choix d'utiliser l'intelligence artificielle non générative pour des raisons environnementales, mais on l'utilise, par exemple, en entraînant des algorithmes qui nous permettent d'affiner nos mécanismes de monitoring automatisé de la biodiversité. Puis ça, on le fait en collaboration avec des acteurs très, très sérieux, là, universitaires et des institutions telles que le MILA, qui est quand même un organisme à Montréal très connu pour leur expertise en IA. On le fait également avec des experts du Smithsonian, qui est une institution muséale vraiment extrêmement reconnue à l'échelle internationale. Et puis donc, on va dans des stations de recherche internationales du Smithsonian au Panama, dans la forêt tropicale. Et puis là, on recourt donc à des systèmes de monitoring automatisés qui servent de l'intelligence artificielle. Je t'explique un peu de quoi ça a l'air. C'est pas très sexy. C'est une boîte avec un petit panneau solaire dans le milieu de la jungle qui permet de multiplier les photos et on entraîne avec nos experts à reconnaître et identifier les insectes qu'ils peuvent observer la nuit. Notamment, on se concentre sur les papillons de nuit. Puis le fait de faire ça, c'est assez simple à comprendre. Hein, pour identifier des insectes dans la science, pour documenter l'état de la biodiversité des insectes, d'habitude, il faut le tuer, il faut le capturer et ensuite l'épingler et l'identifier avec des experts en taxonomie qui sont des experts plutôt rares à l'échelle internationale. Oui, bien sûr. Mais en utilisant l'intelligence artificielle, on peut décupler notre force de frappe pour identifier un plus grand nombre d'insectes parce qu'ils sont encore largement méconnus à l'échelle de la planète, les insectes. Et puis donc, c'est une mesure non létale qui est bénéfice à la protection de la biodiversité, qui est bénéfice pour accélérer les savoirs sur les causes de l'effritement de biodiversité, pourquoi ils disparaissent dans ces régions-là. Et puis donc, de développer une solution vraiment à l'échelle non létale, qui est non générative, qui n'est pas nuisible à l'environnement. Fait que ça, je viens de te faire une boucle très rapide là, de ce projet-là, mais qui permet d'illustrer comment nous, on choisit d'utiliser l'IA dans nos musées pour accélérer la science. Je trouve ça fascinant parce que
comme citoyen. Évidemment, je côtoie le biodôme, comme je parlais tantôt, on parle d'insectarium, on parle de... Puis je pense à toutes les activités qu'il y a au travers de l'année. Là, je pense au jardin botanique l'automne, avec les couleurs, avec les jardins chinois. Voilà. Donc, on a une grande interface avec les différents musées, mais on n'a pas conscience de tout ce que tu racontes. De toute la recherche. Et ça, je trouve ça tellement fascinant d'avoir l'occasion de plonger dans cette richesse-là et, comme tu le dis tantôt, de voir comment ça se répercute et ça s'applique dans les différentes, dans la recherche appliquée, dans l'influence que ça a sur les programmes d'éducation et sur les différents chercheurs, parce que c'est une boucle aussi, la recherche. Exact. Donc, c'est vraiment, exact. Vraiment Puis, tu sais que les gens qui visitent l'insectarium, on utilise l'intelligence artificielle même dans le grand vivarium, donc dans notre grande serre tropicale où on côtoie les insectes, parce qu'il suffit maintenant que de prendre une photo avec ton téléphone cellulaire personnel pour pouvoir, dans l'application mobile gratuite, pouvoir essayer de contribuer à améliorer notre système de monitoring automatisé. Donc, ce que je te décris qu'on fait au Panama dans des stations de recherche tropicales, on le fait aussi à l'échelle du citoyen dans le musée pour entraîner petit à petit nos algorithmes puis le système de monitoring automatisé. Fait qu'on le fait à plusieurs échelles. Puis je pense que c'est ça la beauté de notre approche aussi. Au planétarium, on a une astrophysicienne qui collabore avec la NASA sur un système de détection des pluies de météores. C'est pas banal parce que Oriane, ses calculs, qui utilise également l'intelligence artificielle puis les algorithmes sur lesquels elle travaille, elle peut venir à décider avec la NASA s'il y a un risque et puis si on devrait dévier de la trajectoire de la Station spatiale internationale parce qu'il y a peut-être sur sa trajectoire un météore qui pourrait l'endommager. Donc vraiment, cette expertise-là est à la fine pointe de la technologie. C'est une expertise montréalaise, mais qui a un impact à l'échelle internationale. Puis effectivement, comme tu le dis, c'est très méconnu. Ça gagne à être connu davantage qu'on a cette expertise-là ici à Montréal. Ah, tout à fait. Extraordinaire. Maintenant, parlons clients. On a parlé de la recherche, on a campé nos 5 musées. L'Espace pour la vie, bien évidemment, souhaite se rapprocher des citoyens, t'en as parlé tantôt, par rapport à la nature, et les inspirer, les inciter à adopter des différents comportements qui favorisent la transition socio-économique, socio-écologique. En quoi cette approche... Un va avec l'autre, tu sais que c'est pas un gros lapsus. En quoi l'approche de l'Espace pour la vie, justement, en matière d'éducation et de sensibilisation, est novatrice et par rapport à ses impacts aussi concrets sur les différents visiteurs, autant pour les visiteurs, évidemment, montréalais, mais sur le rayonnement aussi. Tu sais, je sais pas si c'est novateur, mais je vais t'ancrer ce qui nous anime beaucoup, nous, comme équipe de direction, puis moi, comme directrice d'Espace pour la vie. On veut changer le monde. C'est une petite ambition, mais on se dit, tu sais, quand je te disais, les musées ont une voix, les musées ont une responsabilité sociale. Si on veut amplifier ce rôle-là de musée comme acteur de changement, il faut que mon approche en éducation, en expérience client, elle soit alignée avec ce grand principe-là. La transition socio-écologique à laquelle tu faisais référence, elle ne va pas se faire seulement si on mobilise des gens qui visitent des musées. Ils sont généralement plus fortunés, plus scolarisés que les autres. Ils sont pas tant diversifiés dans leur profil là, socio-démographique. Donc, c'est à ça qu'on essaie de s'attaquer en premier. Donc, comment je peux rejoindre ceux qui ne visitent pas les musées? Ceux qui ne mettront jamais les pieds dans une institution muséale parce que c'est un lieu de savoir, c'est un lieu un peu plus élitiste. Donc, on s'attaque beaucoup à ça à travers des stratégies de diversification de nos publics, à travers des stratégies numériques pour rejoindre différents publics qui viennent pas nécessairement dans mes musées, mais que je peux rejoindre grâce à une web-série faite avec la Fabrique culturelle, grâce à un jeu ou une série télévisée qu'on fait en collaboration avec Télé-Québec, qui est chez nous un diffuseur public, grâce à une série de podcasts qu'on travaille avec Urbania, qui va joindre vraiment une autre tranche, une catégorie publique. Ça, c'est en numérique, mais en hors les murs. Donc, vraiment, dans le milieu muséal, quand on parle de projets hors les murs, il s'agit de stratégies de médiation socio-culturelle, de programmes que l'on va aller, nous, amener vers les citoyens. Donc, on part avec des équipes, on a des projets, des programmes, par exemple, La nature près de chez vous, qui nous permet d'aller à la rencontre des citoyens, des citoyennes dans leur quartier. Et puis là, bien évidemment, pour être cohérente avec ce que je t'explique, on va dans les quartiers les plus défavorisés.
avec les échelles des indices de défavorisation les plus élevés. Parce qu'évidemment, si tu habites enclavé entre 2 autoroutes, Éric, tu n'auras pas le même rapport à la nature que si tu habites au pied du Jardin botanique de Montréal, dans ce grand oasis de verdure-là. Donc, on va vraiment à la rencontre des citoyens. On travaille avec des organismes de la collectivité locale, des organismes qui travaillent à l'intégration des nouveaux arrivants, par exemple, ou avec des jeunes qui ont des troubles d'anxiété, un autre exemple, ou encore avec des aînés qui sont en CHSLD, qui sont dans des résidences donc pour aînés et qui n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir un contact avec la nature, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc, ces différentes initiatives-là, elles sont, oui, je pense, on peut dire innovantes parce que d'aller à la rencontre d'aînés dans des CHSLD puis de faire des ateliers, par exemple, de jardinage avec eux. Ça a l'air tout simple, mais le contact, les 2 mains dans la terre, le contact avec la nature, il passe aussi par une activité aussi simple que le jardinage. Se connecter à la terre, planter des semences, manger ses propres légumes dans des... Que ce soit, ça n'a pas besoin d'être un grand projet dans d'aménagement paysager, là. Un bac. Vraiment, tu peux cultiver des tas de choses dans un petit bac, puis se faire un petit potager en milieu urbain. C'est possible. Puis donc, d'aller à la rencontre des personnes âgées ou des gens dans leur quartier, puis de leur apprendre à reconnecter avec la nature qui est près de chez eux, à leur échelle, c'est un des moyens qu'on prend, nous, Espace pour la vie, pour porter ce message-là, pour connecter, encore une fois, les gens avec la biodiversité, avec la nature, mais aussi pour les outiller en leur donnant vraiment des moyens, des capacités de passer à l'action. Ce que j'aime et je trouve fascinant dans ce que tu décris, c'est que, puis je vais te décrire un peu comment j'entends ce que tu dis, comment je le visualise. C'est-à-dire que les 5 musées sont le hub central, si je peux dire, dans lequel il y a une présence physique, où est-ce qu'on parle d'expérience client, donc il y a un avant, pendant et après. Exact. Et de ce hub-là, ce centre, ce core, si je peux dire, il y a différents électrons qui viennent se greffer dans lequel, comme tu l'as décrit, soit que je fais j'implante dans un quartier des initiatives particulières, dans une communauté, une autre initiative, un rayonnement précis je pourrais parler d'un contexte scolaire ou donc, l'expérience de ce qui est vécu physiquement avec les différents musées au niveau du hub, se répercute selon différentes expériences adaptées dans l'environnement à travers, comme tu l'as mentionné, soit par catégorie socio-économique, soit par géographique, soit par milieu, tranche de vie, à titre d'exemple, ou dans des façons de vivre cette dynamique j'allais dire de nature dans notre milieu urbain. Donc, le mot biodiversité, les gens, des fois, en ont peur, mais le mot nature, il marche aussi très bien. On fait partie intégrante de cette nature-là. Il faut en prendre soin. Il faut donc outiller, rendre autonomes les gens dans leur capacité d'agir pour eux aussi, à leur échelle, changer un comportement. Que ce soit manger moins de viande, que ce soit faire un petit atelier de jardinage à la maison, de prendre conscience de la nature qui les entoure puis du bienfait que ça fait. Je vais aller un petit peu plus loin avec ça parce que je vais même te dire que c'est, dans le fond, des facteurs qui agissent sur les déterminants de la santé globale. Donc, nous, on va même jusqu'à, dans une approche une seule santé à l'échelle planétaire, puis à l'échelle plus holistique, plus holistique. Puis il y a beaucoup de travaux, les chercheurs universitaires maintenant qui s'intéressent à cette question-là du One Global Health. Et puis, ça, c'est des objectifs de l'ONU, c'est des objectifs de l'OMS. Puis c'est aussi des objectifs qu'on poursuit parce qu'on se dit qu'effectivement, ce contact-là à la nature, on le sait, on en retire tous des bienfaits. Santé physique, le bien-être que procure une marche au jardin botanique, mais une marche en pleine nature. Mais aussi briser l'isolement. Comme je le disais tout à l'heure, l'exemple avec les personnes aînées ou avec des personnes anxieuses, ce rapprochement-là avec la nature ou même le rapprochement avec le musée comme lieu de visite, comme lieu de socialisation, a des bienfaits dans une perspective, une seule santé. Donc, on s'intéresse aussi beaucoup, je te parlais de la recherche tantôt qu'on fait dans nos musées sur une perspective très disciplinaire, l'expertise de nos chercheurs, mais on collabore avec le milieu universitaire et des institutions publiques, parapubliques, dans une perspective, une seule santé pour voir l'impact positif qu'on peut avoir dans notre société. Je trouve ça extraordinaire. Dis-moi, quand on regarde le futur pour l'espace pour la vie, comment tu entrevois l'évolution de l'espace pour la vie et son rôle dans la communauté notamment? Bien, on veut changer le monde.
Je te l'ai dit. Oui. Non, mais donc, effectivement, ça nous habite beaucoup. On est un service municipal, hein, je te le ramène, je l'ai dit d'entrée de jeu. Donc, on a la responsabilité d'abord et avant tout d'agir à l'échelle de notre territoire, puis de toucher, de desservir les Montréalais, Montréalaises, puis tous ceux qui visitent notre métropole. Donc, c'est sûr que le focus de notre intervention, il se passe là. Mais en termes de recherche, là, vraiment, il n'y a pas de limite. Hein. On collabore vraiment avec des acteurs à l'échelle nationale et internationale. Puis tant dans le secteur disciplinaire, comme je le disais, de nos expertises fondamentales, mais également comme musée. Le rôle des musées, ça nous intéresse beaucoup. Hein. Il y a des associations internationales de muséologie comme ICOM, dans lesquelles on s'implique, puis dans lesquelles on fait connaître nos approches. La question de l'inclusivité des publics, la question de la diversification des publics est au cœur de cette réflexion-là en muséologie, beaucoup à l'échelle internationale. Donc là-dessus, on souhaite aller un petit peu plus loin, c'est sûr. Puis nos chercheurs-chercheuses qui continuent à collaborer à la production de savoir à l'échelle internationale, ça demeure une priorité, c'est sûr. Mais après, on attire 2,5 millions de visiteurs déjà ici. C'est plein. On peut en accueillir encore un peu plus, mais on a atteint, comme organisation, c'est important aussi qu'on le regarde sous cette lunette-là, là, en termes organisationnels. On a atteint un niveau de croissance qui est quand même optimal. Maintenant, on cherche vraiment à aller davantage hors les murs pour amplifier notre impact puis nos retombées. Comme mot de la fin, Julie, les gens qui nous écoutent, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent peut-être intégrer comme perspective suite à notre discussion, que ce soit par rapport à prise de conscience, des gestes, ou même de penser différemment par rapport à toute la dimension socio-écologique? Et ça, c'est un message important. Bien, cette connexion-là à la nature, là, c'est important d'y réfléchir. Nos vies vont vite. On travaille fort, on accorde une grande importance à notre travail. Toi, moi, on est des workaholics certainement. Mais cette déconnexion par rapport à la nature, elle a un prix pour notre société, puis pour nous, même pour notre santé, à nous comme individus. Donc, ce rapprochement-là à la nature, il est vraiment essentiel. Donc, vivre en harmonie à la nature pour toi, pour moi, pour ma famille, qu'est-ce que ça veut dire? Puis si on n'apprend pas à développer ce rapport-là plus harmonieux avec la nature, ben on ne pourra pas passer à l'étape subséquente. Donc ça, c'est vraiment la base. Là, ce qu'il faut retenir de ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est de travailler à privilégier, à prendre soin, avec un peu plus d'humilité aussi, je te dirais, de ne pas positionner l'humain au-dessus de tout le reste, mais d'avoir un rapport un peu plus humble par rapport à la nature et à la biodiversité. Et ça, je te dirais, c'est comme la base, la fondation de tout ce qui peut suivre après, parce que la nature est riche en solutions, en créativité, en agilité. Moi, j'ai beaucoup espoir dans les solutions inspirées, fondées sur la nature pour répondre aux enjeux environnementaux. Mais pour amplifier ces travaux-là et cette recherche-là, il faut qu'on arrive à mobiliser la base de la population sur un rapport plus harmonieux avec la nature. Julie, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé pour discuter de ce sujet-là. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Éric. On se revoit bientôt. Au revoir. Merci. J'espère que vous avez été aussi inspirés que nous par la vision et l'engagement de l'Espace pour la vie envers la biodiversité et notre environnement. Il est clair que la mission de l'Espace pour la vie permet de combiner différents éléments pour le bénéfice de l'environnement, des communautés et de notre santé. Les 5 musées nous interpellent à des échelles différentes, de l'infiniment petit, les insectes, à l'infiniment grand, le cosmos. Dans tous les cas, en se rapprochant des visiteurs et des citoyens, on nous invite à revoir notre relation à la nature sous un angle positif. Voici 3 points que je retiens de notre entretien. Premièrement, l'importance cruciale de reconnecter avec la nature et de développer un rapport harmonieux avec elle. Deuxièmement, le rôle essentiel de la recherche et de l'innovation, y compris l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans la conservation et la résolution des enjeux environnementaux. Et enfin, l'impact profond que l'engagement communautaire et l'éducation peuvent avoir pour favoriser une transition socio-écologique.
Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.intelliaconsulting.com/épisode 207. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Toutes les semaines, nous y partageons des conseils et perspectives pour développer votre capacité d'action stratégique. Vous trouverez le lien en description. Merci d'être avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.